Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo de votre chroniqueur habituel de l'ODG Média et de la web radio R2 112. Ma chronique s'inscrit dans la perspective des élections législatives au Maroc en 2026 et je m'interroge entre critiques destructives, constructives ou instructives, entre démolition, proposition et bouc émissaire. Quel débat politique aurons-nous d'ici septembre 2026. À mesure que s'approchent les élections législatives de 2026, le climat politique se charge d'électricité, les discours s'aiguisent, les mots deviennent des armes et chaque camp cherche à imposer sa vérité. Mais derrière ce tumulte, une réalité plus fine se dessine. Il existe différentes manières de critiquer et toutes ne se valent pas. On peut démolir, on peut construire, on peut instruire. 3 visages de la critique, 3 usages de la parole publique, 3 choix de société. La critique destructive est la plus visible parce qu'elle est la plus spectaculaire. Elle fait la une, elle s'invite dans les talk-shows, elle enflamme les réseaux sociaux, elle repose sur un réflexe simple, attaquer, dénigrer, délégitimer. Ce type de critique n'a pas pour but de convaincre, mais de frapper. Elle s'apparente à une bombe rhétorique, bruyante, éclatante, mais souvent creuse. Sa logique est claire. Il faut réduire l'adversaire en poussière pour apparaître comme la seule alternative crédible. Peu importe le fond, peu importe les chiffres ou la réalité des dossiers, le but est de salir, de discréditer, de casser. Dans ce jeu, les faits deviennent accessoires. Ce qui compte, c'est l'impact émotionnel. Mais à long terme, ce type de critique fragilise tout le champ politique. Car à force de démolir sans rien proposer, on installe l'idée que tout est corrompu, inefficace, irrémédiablement perdu. La critique destructive nourrit le cynisme citoyen. Elle encourage l'abstention plus qu'elle ne provoque l'adhésion. Elle alimente le rejet des institutions. Bref, elle détruit bien plus que l'adversaire. Elle détruit la confiance dans la politique elle-même. Face à ce chaos, la critique constructive apparaît comme une rare vertu. Elle ne se contente pas de dire « ça ne marche pas », elle explique pourquoi et propose des solutions. Elle transforme l'opposant en partenaire involontaire puisqu'elle oblige à améliorer, corriger, réajuster. Dans un système démocratique, cette forme de critique est un trésor. Elle invite au fameux duel bilan contre bilan, bilan contre proposition. Elle installe une confrontation d'idées où le citoyen peut comparer, juger, choisir. Elle donne du sens au pluralisme, mais elle exige un effort à la fois intellectuel et moral. Intellectuel parce qu'il faut analyser sérieusement les problèmes, les documenter, imaginer des alternatives crédibles. Moral parce qu'il faut accepter que l'adversaire puisse parfois avoir raison sur certains points. Or, dans une culture politique dominée par l'ego et l'image, cette exigence de nuance est souvent sacrifiée sur l'autel de la punchline. Et pourtant, seule la critique constructive peut réconcilier le citoyen avec le débat politique. Elle doit en avoir une compétition saine, où l'on ne cherche pas seulement à battre l'autre, mais à prouver que l'on peut mieux faire. La critique instructive est la plus rare, mais aussi la plus précieuse. Elle ne vise pas seulement l'adversaire, elle vise les lecteurs. Son rôle n'est pas de démolir, ni de construire, mais d'éclairer. Elle enrichit la compréhension, elle contextualise les enjeux, elle explique les choix politiques et leurs conséquences. Un exemple simple. Dire que tel projet est un échec est une critique destructive. Proposer de l'améliorer est une critique constructive. Mais expliquer pourquoi ce projet a été lancé, quels étaient ses objectifs initiaux, comment il s'inscrit dans une histoire plus large et quels enseignements on peut en tirer pour l'avenir. Voilà de la critique instructive. La critique instructive ne se contente pas d'évaluer, elle enseigne. Elle fait du débat politique une école de citoyenneté. Elle élève le niveau de la discussion publique. Elle donne des outils au peuple pour juger par lui-même. Mais elle est exigeante, car elle suppose un travail d'investigation, une pédagogie, une honnêteté intellectuelle. Elle ne se satisfait pas de la facilité de la polémique et surtout, elle n'est pas rentable médiatiquement. Elle attire moins de clics, moins de buzz, moins de titres sensationnalistes. Voilà pourquoi elle reste marginale dans un univers politique et médiatique dominé par le court terme. Cette fois encore, la campagne électorale se jouera entre paranoïa et jeu de dupes. Ce climat produit parfois des réflexes de méfiance poussés à l'extrême. Certains acteurs politiques pensent tout haut « Mon Dieu, gardez-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m'en charge ». La phrase résume bien une atmosphère où la peur des trahisons internes rivalise avec l'affrontement extérieur. Dans cet univers, la loyauté est rare et la suspicion est permanente. Les alliances se font et se défont au gré des intérêts, les amitiés sont provisoires, les inimitiés durables. Le citoyen, lui, assiste à ce théâtre de duplicité,
sans toujours comprendre les véritables règles du jeu. Un autre phénomène empoisonnera certainement les débats, la tentation de créer un punching ball politique. Cette métaphore désigne la cible unique que tout le monde frappe, souvent de manière disproportionnée. Cela peut être une personne, une institution ou même une idée, peu importe sa responsabilité réelle. Elle devient le réceptacle des colères collectives. En apparence, cette stratégie est efficace. Concentrer le feu sur un ennemi symbolique permet de souder ses troupes, de simplifier le message, de détourner l'attention. Mais elle a un prix, car en réduisant des problèmes complexes à une cible unique, on évite d'aborder les vraies questions. Le punching ball devient un paratonnerre. Il canalise les critiques, mais il masque l'orage. Le risque est double. D'un côté, la cible subit un acharnement qui la transforme en bouc émissaire, sans toujours que cela soit justifié. De l'autre, la société passe à côté des enjeux essentiels, chômage, éducation, santé, justice sociale. À force de frapper sur le sac de frappe symbolique, on oublie de réparer les fondations. Au fond, la question n'est pas de savoir s'il faut critiquer. Toute vie démocratique repose sur la critique. La vraie question est pourquoi faire ? Critiquer pour détruire, pour construire ou pour instruire, la critique destructive flatte les passions mais abîme le collectif. La critique constructive ouvre la voie à la réforme et au progrès. La critique instructive, elle, élève le niveau de conscience citoyenne et permet aux électeurs de devenir acteurs éclairés. À l'orée des élections de 2026, le choix est clair, rester dans le registre du ring et de la démolition ou entrer dans celui de la raison et de la pédagogie. L'avenir politique ne se jouera pas seulement dans les urnes, mais dans la qualité du débat qui y mène. C'était votre chroniqueur habituel de l'ODJ Média, qui s'exercera à son jeu favori, la critique et l'autocritique. Mes chers politiciens, je reste convaincu que le citoyen marocain n'attend pas des gladiateurs, mais des bâtisseurs. Pas des sacs de frappe, mais des architectes du futur. Alors, à la prochaine chronique, si vous le voulez bien, en attendant, pensez à la bonne critique et à l'autocritique. Et demain,